Merci d'être avec nous pour cette troisième partie du Grand Journal. Vous pouvez nous écouter sur notre site radioj.fr. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Radio J. L'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Bonjour Jérémy Haddad. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le président des éclaireuses et éclaireurs israélites de France, les EI, qui publie le nouveau numéro de leur revue de pensée juive, l'éclaireur, un numéro 16, consacré au devenir du franco-judaïsme. Vous soulignez, Jérémy Haddad, dans votre éditorial, le paradoxe d'un judaïsme très dynamique, marqué notamment par un regain d'intérêt pour la tradition juive, mais un judaïsme qui, dans le même temps, affronte un antisémitisme multiple dans ses formes d'expression et un durcissement dans la société sur la question de la laïcité en France, des menaces qui, selon vous, Jérémy Haddad, menacent la pérennité du judaïsme, du franco-judaïsme tel que nous le connaissons aujourd'hui ? Alors pour répondre de manière très courte, non, absolument pas, je ne crois pas, parce que je crois que ce qui assure la pérennité d'une communauté juive dans un pays quel qu'il soit, c'est le soutien de son pouvoir politique. Et c'est à ça qu'il va falloir faire extrêmement... L'alliance verticale. L'alliance verticale, absolument. Il va falloir être très très attentif à cela. Sans le soutien du pouvoir politique, on l'a vu dans l'histoire, ça a été très très rapidement une catastrophe pour les communautés juives existantes. Aujourd'hui en France, on ne peut pas dire, jusqu'à présent, qu'on n'ait pas le soutien permanent du pouvoir politique. Mais on voit une poussée des forces radicales. Alors, on voit une poussée évidemment des forces radicales et c'est à ça qu'il va falloir faire très très attention. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit précédemment sur l'Assemblée nationale et les questions de compromis qui devront être faites, mais on voit bien qu'effectivement, il y a un certain nombre de partis politiques qui, sur la question de l'antisémitisme, sont plus qu'ambigus. Et sur des questions périphériques qui intéressent directement la communauté juive, notamment la question de l'abattage rituel, c'est aussi un point de crispation et d'interrogation pour les juifs aujourd'hui ? Oui, et encore une fois, jusqu'à présent, on a été largement soutenu par les pouvoirs politiques qui se sont toujours opposés, y compris au niveau de l'Europe, sur une modification de la législation concernant la circoncision, l'abattage rituel, etc. Et donc, clairement, cette question du pouvoir politique, elle est essentielle. Ça ne veut pas dire qu'elle est suffisante, parce que évidemment, vous l'avez souligné, de plus en plus, on est en train de parler d'alliance horizontale. Et j'étais dimanche dernier... J'allais justement vous interroger sur ça, puisque c'est un des termes que reprend, et il l'a fait notamment sur cette antenne hier, le nouveau président élu en tout cas, il prendra ses fonctions à la fin du mois, à la succession de Francis Khalifa. Yonatan Arfi, le président du CRIF, a appelé à la mise en place d'alliances horizontales. Alors dans ce numéro, la sociologue Martine Cohen évoque donc justement ces alliances horizontales avec d'autres secteurs de la société, notamment les milieux associatifs musulmans. C'est un objectif qui vous semble, notamment en tant que président des EI, un objectif stratégique ? Alors moi je le partage à 100%, cet objectif. Et d'ailleurs, dans mes fonctions de président des éclaireurs israélites de France, il se trouve que j'ai à travailler régulièrement avec mes amis des autres mouvements scouts, qui peuvent être chrétiens, musulmans, catholiques, protestants, bouddhistes, etc. Et c'est marquant de voir qu'en réalité, nous ne sommes que moins de 1% de la population française, et donc une très très grande partie de la population française ne sait pas ce qu'est un juif. Il ne l'a jamais vu, il ne connaît pas les préoccupations spécifiques. Or, lorsqu'on a ces discussions avec des gens qui ne partagent pas notre foi, notre destinée juive, très vite, ils comprennent et ils sont prêts à nous soutenir et ils sont prêts à évidemment faire des alliances parce que d'une certaine façon, ça rejoint aussi leur objectif de défendre des valeurs de tolérance, de respect, de liberté religieuse également, on le voit bien. Et donc ces problématiques-là, ces alliances horizontales, elles vont être effectivement de plus en plus importantes. Plusieurs contributeurs de l'éclaireur s'interrogent sur les passerelles entre la France et le judaïsme, sur la manière d'être français et d'être juif, sur les influences aussi sur la dialectique, le plan de la dialectique de la pensée, une influence que l'on peut retrouver dans les mots qui définissent les deux identités, la France et les Hébreux, avec le fameux mot ivri. Je vous laisse l'expliquer. Oui, absolument. Alors, la France en hébreu, c'est tsarfat, et donc ça vient de la racine tsaraf. Tsaraf, qui est une sorte de... Donc tsarfat, c'est le creuset, c'est le fait de rassembler. Ce qui est intéressant, c'est quand on le lit à l'envers, au contraire, ça veut dire une explosion. Et donc, il faut bien le lire dans le bon sens. C'est bien une capacité d'un pays à faire amener, puisque la France est un pays d'immigration, on l'oublie trop souvent, et qui agrège en son sein pour en faire une forme de commun, une destinée qui finalement est commune. Et de ce point de vue-là,
évidemment, on retrouve quelque part la dimension juive, qui est capable de créer de l'unité avec une diversité assez formidable. Il y a aussi la question de la liberté qui est mise en avant, qui est valorisée. Absolument, donc ça c'est une interprétation un tout petit peu audacieuse qu'on fait, c'est que ivri, comme l'hébreu, alors vous le savez, ça veut dire que c'est quelqu'un qui traverse, qui est de l'autre côté, mais quelqu'un qui est de l'autre côté, ça peut aussi vouloir dire que c'est un affranchi finalement, c'est quelqu'un qui est sorti de l'esclavage, puisque c'est ça qui est un juif, et donc d'une certaine façon, un affranchi, quelqu'un qui est véritablement... qui met la liberté au-dessus de tout en termes de valeurs, c'est évidemment très très commun avec les révolutionnaires français et leur fameuse devise, liberté, égalité, fraternité. Jérémy Haddad, quelle est votre définition du franco-judaïsme? Est-ce qu'il n'y en a qu'un d'abord? Et comment ce mode d'identité a pu évoluer, notamment en fonction des alliances avec le pouvoir et le contexte politique général? Alors je vous remercie beaucoup de cette question parce que justement en lisant l'éclaireur, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait vous aviez des gens qui faisaient remonter le franco-judaïsme à Rachi, en disant Rachi, le Meiri... Ce qui peut paraître un peu surprenant à la lecture. Oui et non, parce que lorsque vous voyez ce que fait Rachi, lorsque vous voyez ce que font les tosafistes, Tosfot, dans le Talmud, et le fait qu'aujourd'hui, la totalité des étudiants en Talmud étudient le Talmud dans une édition où vous avez le texte du Talmud et puis à côté des Français, n'est absolument pas anodin, et les analystes, et même Rav Uriel Avigès dans notre numéro, dit que c'est pas pour rien parce qu'il y a une certaine forme de spécificité liée à la France qui est tout à fait... De rapport au réel. De rapport, effectivement, de capacité, je vous laisserai le lire, mais de capacité à allier l'imaginaire et la réalité. Et ça, lier l'imaginaire et la réalité, ne pas les voir comme une contradiction, dit-il, c'est très français, et c'est ce qu'on voit effectivement dans la Guémara, et il dit quelque chose d'intéressant, c'est que les rabbins, par exemple, séfarades, le Ramban, alors peut-être pas le Ramban, mais en tout cas Rabbi Yehuda Halevi ou Maïmonide, sont pas très à l'aise avec la Gemara. C'est pas des commentateurs en tant que tels du Talmud, ils vont créer d'autres choses, mais c'est pas des gens qui sont connus pour avoir fait un commentaire systématique du Talmud. Et la France, oui. Alors, puisque vous parlez de cet article du Rav Uriel Avigès, comme souvent dans l'éclaireur, c'est souvent lui qui porte la parole la plus corrosive. Je le cite sur un autre point de cette interview. Dès qu'une norme est imposée aux Juifs, dès que la vie juive est organisée de façon hiérarchisée, on met en danger le judaïsme. C'est une critique radicale du modèle franco-juif tel qu'on le connaît. C'est une critique que vous partagez ? Absolument. Moi, je crois que je la partage à 100% parce que dans l'histoire juive, la centralisation n'a jamais été la règle. Et la centralisation a souvent été, comme il le relève, un vecteur de mortification ou en tout cas d'assèchement, de dessèchement du judaïsme, comme on a pu le voir effectivement dans les années 20. Robert Gamzon, lorsqu'il crée les EI, dit qu'il faut régénérer la jeunesse juive. Ça veut bien dire qu'elle est en train de se déjudaïser complètement et de perdre un petit peu cette vitalité. Et ici, d'ailleurs, le Rav Avigès cite beaucoup d'exemples de personnalités juives, de grandes figures du judaïsme qui ont dû entretenir un dialogue avec le pouvoir politique et qui, en retour, ont pris des décisions ascétiques assez fortes, justement pour compenser d'une certaine manière. Oui, absolument. Ce qu'il dit, c'est que, évidemment, en fait, le judaïsme, avant tout, c'est un contre-pouvoir, en réalité, au pouvoir politique. Or, on sait bien que lorsqu'on est une communauté juive, on ne peut pas non plus être systématiquement en révolution, en contre-pouvoir, surtout quand on est en minorité. Et donc, il faut bien avoir un dialogue avec ces autorités religieuses, ces autorités politiques. Là où il a un point très important, c'est que les relations avec le pouvoir politique doivent être le fait de personnalités séculières. Donc par exemple en France, le CRIF. Il n'est pas question que le consistoire en tant que tel ait des rapports avec le pouvoir politique. Parce que si c'est cela, ils vont perdre effectivement toute la vitalité liée à la recherche de la vérité, liée au renouvellement de l'interprétation. Je partage effectivement plutôt cet avis, ouais. Karen Alali, la commissaire générale des EI, propose un rapide panorama des grandes figures historiques du judaïsme, notamment Rachi qu'on évoquait, mais aussi le Meiri ou Edmond Fleck. Quel est celui qui vous inspire le plus au quotidien, Jérémy Haddad, vous qui êtes un grand lecteur? Écoutez, moi je crois, tous, honnêtement tous, mais si je devais en prendre un, je pense que c'est le Meiri. C'est peut-être le moins connu. Ses travaux, donc c'est un commentateur médiéval, mais dont les écrits ont été retrouvés il y a assez peu de temps, mais qui est extrêmement innovant du point de vue justement de le statut halachique des personnes non juives. Parce que vous le savez, il y a un certain nombre de commentateurs qui considèrent que une personne non juive est dans la plupart des cas un idolâtre, par exemple un chrétien, parce qu'il va croire à la Trinité. Alors
c'est un idolâtre parce qu'il ne croit pas en un seul Dieu. Et donc à ce moment-là, il y a tout un tas de règles dans le Talmud qui s'appliquent aux idolâtres et qui s'appliqueraient aux chrétiens. Et le Meiri, déjà à son époque, médiévale je le rappelle, va faire une sorte d'innovation conceptuelle en disant que les chrétiens et les musulmans sont des gens qui croient en un Dieu unique et d'une certaine façon qui partagent en tout cas la mission destinée au peuple juif, c'est-à-dire... Il s'oppose ainsi au Rambam, par exemple. Et il s'oppose absolument à Maïmonide, mais ça a des implications halakhiques très très fortes, parce que ça veut dire que ces personnes-là ne peuvent pas être considérées comme des idolâtres, et donc d'un point de vue halakhique, et donc des relations que les juifs entretiennent avec eux, ne peuvent pas être soumis aux différentes règles de restriction qui sont présentes dans le Talmud. Et ça, une innovation halakhique aussi extraordinaire au XIIIe siècle, je crois que c'est absolument assez incroyable et suffisamment incroyable pour être noté. Une dernière question, et d'être une inspiration pour évidemment notre époque aujourd'hui. Une dernière question. Le Grand Rabbin de France vous a accordé un entretien, le Grand Rabbin Chaim Korsia, qui reconnaît dans cette interview une archipélisation de la vie sociale en France, et en référence au fameux livre de Jérôme Fourquet, une dynamique à laquelle n'échapperait pas le franco-judaïsme. C'est aussi votre vision que vous avez, vous qui êtes en relation permanente avec différentes institutions à la tendance assez diversifiée, disons. Oui, mais moi je crois que c'est une grande richesse. Je crois que c'est une très très grande richesse. Comme on l'a dit tout à l'heure, je crois que la centralisation sous la coupe d'une institution qui serait le consistoire n'est en réalité pas conforme à la réalité du judaïsme, à l'ADN du judaïsme et la vitalité. Le judaïsme consistoriel n'est plus dominant aujourd'hui ? Bon, ça, je crois que c'est pas un secret que de le dire. Hein. Aujourd'hui, on voit de très très nombreuses communautés qui se développent sans nécessairement avoir l'appui du consistoire, tout en ayant le plus grand respect, parce que c'est intéressant aussi d'avoir une entité qui permette d'avoir un statut personnel qui soit commun à l'ensemble des Juifs de France. Mais clairement, en termes de vitalité, en termes de diversité, moi, vous savez, je crois beaucoup en la richesse de la diversité. Et je crois que c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui en France. Et c'est ce qui me fait espérer sur la dynamique future de la communauté juive, parce que justement, elle permet d'avoir une offre extrêmement nombreuse dans laquelle tous les juifs peuvent se reconnaître. Merci beaucoup, Jérémie Haddad, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président d'EZI. Le nouveau numéro de L'Éclaireur, l'excellente revue de pensée juive du mouvement, est disponible en kiosque, je ne sais pas, peut-être en librairie. Dans toutes les librairies et juives. Évidemment, sur abonnement, sur le site d'EZI, dont vous nous rappelez peut-être l'adresse. L'éclaireur.org. C'est simple, c'est clair. Merci à vous et à bientôt sur Radio J. Merci.